Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melchior pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et Yann, toi qui vas commencer, de quoi vas-tu nous parler ce matin? Je vais parler de la théorie des contraintes et du Blue Ocean. Comment est-ce qu'on arrive à sortir du Red Ocean et de trouver des leviers de négociation importants pour vos clients? Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une intervention de quelqu'un qui m'est cher, Eliyahu Goldratt, qui a fait une intervention en avril 2011 et qui nous parle de sa façon de travailler avec ses clients. Donc, on va revoir, c'est une intervention que j'avais déjà fait lors du séminaire d'hiver au mois de janvier. J'avais fait la première partie. Là, on va se concentrer sur la deuxième partie qui va être la stratégie Blue Ocean. Et on va revoir rapidement les premiers mises en contexte. Donc, qu'est-ce que la théorie des contraintes? Donc, Eliyahu Goldratt, un docteur en physique, qui a décidé de faire la bascule entre son domaine de compétence qui est la dynamique des fluides dans l'organisation des entreprises. Il y a une chose qu'il faut retenir pour moi sur la théorie des contraintes, c'est le fait de se concentrer, de se focaliser sur un point spécifique que lui détermine comme le goulet d'étranglement, pardon, et qu'il faut sortir d'un modèle de cause à effet, pardon, il faut sortir d'un modèle d'extrapolation et revenir sur un modèle scientifique de cause à effet. Donc c'est un petit peu les choses principales de cette théorie. Et concernant sa vie, il a débuté ses activités de conseil jeune en 78. 5 ans plus tard, il publie un premier roman. Donc le but était de vulgariser sa méthode et sa transposition de ce monde scientifique sur la thermodynamique des fluides dans l'organisation des sociétés. Donc, publie un premier livre qui raconte l'histoire d'Alex Rogo, qui reprend une usine et qui se retrouve face à des problématiques qu'il doit régler. Et le déroulement du livre se fait comment est-ce qu'il arrive à reprendre le contrôle de son usine et quelles sont les choses qu'il peut effectuer très simplement pour rétablir la rentabilité de l'usine. Son deuxième livre se concentre non plus sur une usine, mais sur la distribution. Donc, Alex Rogo devient, enfin, tout s'est bien passé dans son usine. Il reprend un portefeuille d'usine et là, il se rend compte que, bah, il y a de la distribution à faire et comment est-ce qu'il peut gérer cette distribution. Donc, pareil, c'est toujours l'application de sa théorie des contraintes qu'il met en pratique dans un deuxième contexte. Et 3 ans plus tard, il sort un autre livre, sachant qu'il n'y a pas que des usines et de la distribution, il y a aussi toute la partie projet dans les sociétés, et toujours l'application de cette théorie des contraintes dans la partie projet. Et, et la particularité qu'il va faire, donc ces livres sont des best-sellers, bien évidemment. Il va retarder, par contre, la traduction de son premier livre, De Gaulle, en japonais. Il va attendre quasiment 20 ans pour effectuer cette traduction. Et pourquoi il attend? C'est qu'il se dit que les Japonais, étant enfin, des pragmatiques, euh, intégreraient très rapidement sa théorie et pourraient avoir un avantage conséquent en termes d'offres sur le marché. Donc, il ne voulait pas déséquilibrer, enfin, c'était un petit peu son idée derrière, hein, de ne pas déséquilibrer les relations, les balances commerciales et retarder un petit peu cette acceptation, cette mise en pratique de la théorie des contraintes au Japon. Donc, il attend ses quasiment 20 ans hein, avant de publier son livre. Et nous, on va s'intéresser euh, à ce qu'il se passe après la mise en pratique de la théorie des contraintes au Japon. Donc, le premier thème qui va être abordé, c'est mesurer l'immensurable. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Lors d'un voyage au Japon, il est invité dans un des séminaires sur la théorie des contraintes.
où tous les grands chefs d'entreprises japonaises euh, partagent l'expérience sur l'implémentation de la théorie des contraintes et quels sont les résultats qu'ils ont pu observer. Et au fil des présentations, il se rend compte qu'il manque, à son sens, les résultats chiffrés de cette implémentation. Donc, très poliment, il interrompt le PDG qui était en train de présenter ses résultats et il lui pose la question, mais concrètement, quels sont vos résultats, hein? Et, le PDG, mais il lui répond simplement, mais on vous a montré les résultats. Et là, Goldratt comprend pas vraiment ce qui se passe. Il dit, mais les résultats, qu'est-ce que c'est? Et selon notre vision des résultats, nous, on s'attend à ce que le PDG dise, bah, on a augmenté la productivité par employé, le nombre de projets accomplis a été augmenté, effectivement, on est passé de 50 à 90%. Combien de projets supplémentaires avez-vous pu gérer avec les mêmes équipes? On a réussi à gérer 30% de projets supplémentaires. Donc, c'est les chiffres auxquels ils s'attendaient. Et, euh, Et là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le même logiciel au niveau de la compréhension des résultats. Et Eliyahu Goldratt leur retourne la question, mais pour vous, qu'est-ce que le résultat? Et, euh, et de nouveau, nous, on s'attend à des résultats, des indices chiffrés, une augmentation de la performance. Et à l'inverse, ce que mesurent les Japonais, bah, on est dans on va basculer dans cette partie un peu philosophique et spirituelle qu'on leur partage volontiers. Et pour eux, ce qu'ils présentent comme résultat, c'est l'envie chez les employés, donc la motivation à augmenter, et la collaboration entre les équipes s'est renforcée. Donc eux, c'est des métriques qu'ils arrivent à mesurer. Et pour eux, c'est les résultats clés. Et pourquoi est-ce que c'est les résultats clés? Parce que si la motivation des employés est meilleure et les collaborations entre les équipes est renforcée, automatiquement, il y aura un impact positif sur le chiffre d'affaires. L'inverse est aussi possible, hein. Si la motivation baisse et la collaboration baisse, le chiffre d'affaires peut aussi en souffrir. Donc eux, ils ont cette vision de voir les choses en se disant, bah, si sur le terrain, nos équipes travaillent mieux, on leur donne des bons outils pour travailler, bah forcément qu'il y aura un impact positif sur le chiffre d'affaires. Donc pour lui, c'était quelque chose qui était étrange, voire inconcevable, parce que lui venait du monde de la science, et tout ce qui ne peut pas être mesuré ne fait pas partie de la science. Et à ce titre-là, on peut prendre l'exemple de l'homme. Est-ce que l'homme est prédictible? Donc on peut facilement arriver à la conclusion que l'homme n'est pas prédictible. Sauf que il est possible de prévoir certaines de nos émotions. Admettons que vous faites une remarque sur la coupe de cheveux de votre conjoint ou de votre conjointe, vous pourrez facilement sentir une émotion qui se dégagera du commentaire. Et pour aller un peu plus loin, on va dire que c'est même le fondement de la société. Il y a des schémas qui existent, alors, ils ne sont pas à 100% prédictibles. Par contre, il y a des choses qui existent qui nous permettent de suivre un certain, une certaine voie. Donc, il y a la naissance, les études, le mariage, la famille, le travail. Et on peut dire que l'homme n'est pas prédictible à 100%. Par contre, de nouveau, il y a des schémas qui existent. On peut aussi voir ça comme la météo, hein. La météo n'est pas prévisible à 100%. Par contre, il y a quand même des choses qui existent et sur lesquelles on peut se fier. Donc, prenons un autre exemple pour mesurer ce Sancho, donc cette envie des collaborateurs. Ce qu'on recherche, c'est pas de mesurer, d'avoir des métriques dures, c'est d'un petit peu sentir la chose au même titre. Reprenons l'exemple de votre couple. Si vous posez la question à votre conjoint aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes plus, enfin non, est-ce que tu m'aimes plutôt à 7,6 ou à 7,14 aujourd'hui, hein? Ce sera impossible de répondre à cette question. Par contre, probablement que vous aurez des tendances. Est-ce que tu m'aimes plus qu'hier ou est-ce que tu m'aimes moins qu'hier?
C'est un petit peu ce qu'on recherche dans cette partie-là. Et comment est-ce qu'on peut y arriver pour mesurer cette immesurable, donc cette envie et cette collaboration entre les équipes, c'est de trouver des tendances au sein de la société euh, pour évaluer ces relations et le bien-être des employés. Donc, il existe des choses. Il y a des métriques d'engagement. Donc là, on est un petit peu dans les chiffres durs, hein, avec par exemple le taux de rotation du personnel. On peut également observer le taux d'absentéisme parmi des exemples. Et l'autre chose que l'on peut faire, c'est aller sur le terrain. Donc, c'est le fameux Gemba du TPS pour observer ce qui se passe au sein des équipes. Et là, vous allez évaluer la façon dont les équipes collaborent, résolvent les conflits, interagissent, etc. Et vous allez aussi rechercher des signes d'écoute active, enfin, un petit peu sentir les équipes dans l'environnement respectif. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? C'est que le succès de l'entreprise, en finalité, euh, c'est pas uniquement des indices de croissance, des métriques dures. Il y a vraiment cet aspect aussi social euh, pour, euh, pour mesurer la, la performance de la société. Et c'est vraiment ce nouvel angle qui a apporté la théorie des contraintes au Japon. C'était de se dire qu'en finalité, c'était pas uniquement de savoir si la performance des équipes était meilleure, mais c'était de savoir si les interactions entre les équipes et entre les collaborateurs étaient améliorées, hein. Donc, pour continuer sur cette lancée, pourquoi est-ce que l'entrepreneur crée une société? C'est pas uniquement pour gagner en performance ou mesurer la performance des équipes, mais c'est principalement pour être fier de son accomplissement, premièrement, mais aussi être fier de l'accomplissement de leurs collaborateurs. Et les sociétés que nos clients créent, c'est sur le long terme et c'est pour la longévité de cette société. Donc on ressort un petit peu de ces métriques dures qu'on connaît hein, pour essayer de se projeter sur quelque chose d'une autre dimension et de ne pas oublier quel est le but de tout ça. Donc, en conclusion, le succès d'une entreprise est aidé repose énormément sur les relations humaines. Et on peut ajouter des outils structurants comme par exemple la théorie des contraintes qui nous est chère. Et à l'inverse, euh, qu'est-ce qui peut freiner la progression ou la performance d'une société? C'est les conflits à l'intérieur d'une entreprise, qu'ils soient structurels, hein, une question de processus, ou personnels au niveau des conflits d'intérêts. Et c'est des choses qui existent à plusieurs niveaux, hein. Euh, on pourra éventuellement faire une chronique à ce niveau-là. Et l'autre point euh, qui... Et l'autre point important, c'est les tensions dues à un manque de communication, une vision claire donnée par les équipes encadrantes. Donc maintenant que ce constat est fait, on va s'intéresser à la deuxième partie. Comment est-ce qu'on fait pour éviter tous ces conflits à l'intérieur d'une société? Et Goldratt simplifie la chose en leur disant le meilleur moyen d'éviter les conflits entre les équipes et un manque de communication et un petit peu tout ce bruit qui peut naître dans une société, c'est d'occuper ses employés. Et du moment un employé est occupé et qu'il a une vision claire de l'objectif, il aura moins d'intérêt à chercher des conflits. Et c'est là que lui bascule sur donc le Blue Ocean. Donc, qu'est-ce que le Blue Ocean? Euh, pour Goldratt, donc, enfin, Blue Ocean, c'est cet océan rouge représenté par la compétition à outrance et le sang versé
par cette compétition. Donc beaucoup d'offres, peu de demandes, peu d'intérêt. Et de l'autre côté, le Blue Ocean, c'est vous avez une offre qui satisfait l'entièreté du marché. C'est un petit peu résumé, mais c'est un petit peu ce qu'on peut imaginer. Donc, si on imagine une entreprise qui délivre des projets, que ce soit dans le BTP, les équipements, l'IT, etc., quel est le facteur déterminant pour conclure une vente? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire une vente? Quel est le point, le levier qui vous permet de vous démarquer par rapport à un concurrent? Donc, naturellement, on va parler du prix, parler des rabais qu'on peut faire à nos clients, parler des offres, des différentes offres qu'on peut faire à nos clients. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour basculer sur le Blue Ocean? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour partir d'une offre basée sur les prix pour arriver sur autre chose qui est beaucoup plus intéressant pour vos clients? On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple, enfin, Eli Goldratt le cite dans son intervention. Donc, c'est une société indienne, leader mondial, donc un équipementier, leader mondial du noyau des raffineries de pétrole. Donc, c'est le noyau qui permet de casser les molécules. Et c'est des équipements qui valent à peu près une centaine de millions de dollars. Donc, si on se bat uniquement sur le prix, on est donc de ce côté du Red Ocean. Donc, effectivement, hein, on peut baisser le prix, mais est-ce qu'on a toujours envie de vendre et de faire cette transaction à un prix réduit? C'est vraiment ça qu'il faut imaginer. Enfin, faire des rabais pour obtenir le marché, c'est possible, mais est-ce qu'on a quand même, on a toujours intérêt à avoir ce marché-là? Donc, si on revient à notre Blue Ocean, lui s'est rendu compte, pardon, en discutant avec les managers de cette société, qu'en réalité, le facteur déterminant de leurs clients, quand ils décident de construire une nouvelle raffinerie, euh, et donc de faire appel enfin, faire un appel d'offres sur le marché, est-ce que c'est vraiment le prix? Et, et donc, le client ne se base pas sur le prix pour déterminer cet acte d'achat, il se base sur son retour sur investissement. Quand le client décide de monter un projet pour construire une nouvelle raffinerie, il se base sur son ROI et non pas sur le prix d'achat. Donc, gardons ça à l'esprit. Retournons sur notre exemple. Donc, si on se bat uniquement sur le prix, on est uniquement sur la partie investissement du retour sur investissement. Et si donc le retour sur investissement ne fait plus partie de l'équation. Or, cet élément de retour sur investissement est crucial pour le client. Donc, c'est cet élément du temps. Et si on prend la représentation d'un projet, donc il y a la décision d'investir, de rentrer sur le projet. Donc, la première partie est cette partie d'investissement. Et rappelons que la décision est basée sur le ROI. Donc, la première partie est l'investissement jusqu'au moment où le projet est réalisé et ensuite commence le retour sur investissement. Et en général, enfin, sur ce type de projet dans tous les cas, donc d'une raffinerie de pétrole, vous allez vous adresser à un fournisseur pour la réalisation du projet. OK. Donc, si le fournisseur se base uniquement sur le prix, il est uniquement sur cette première partie qui est la partie investissement. À quel moment le fournisseur peut basculer sur la partie retour sur investissement? Et c'est vraiment le point qui est important. Comme disait Goldratt, les bonnes pratiques sont le contraire au bon sens. Reprenons
un cas de figure. Cas de figure numéro un, le fournisseur a du retard. C'est des choses qu'on connaît, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le ROI pour le client sera moins élevé. Le client sera probablement mécontent. Et probablement que le fournisseur devra payer une pénalité de retard. Donc ça, c'est des schémas qu'on peut appréhender facilement. Imaginons un autre cas de figure, un cas de figure numéro 2, aberrant, quelque chose de vraiment surprenant, hein. Imaginons un instant que le fournisseur arrive à livrer le projet avant le délai. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le ROI pour le client est beaucoup plus élevé. Le client est bien évidemment heureux. Et il y a peut-être même une possibilité de partager ce ROI supplémentaire avec le fournisseur. Donc il y a d'autres exemples qui existent sur ce sujet. On peut prendre l'exemple d'un promoteur américain qui, lui, a cassé le marché en disant la chose suivante. Moi, je vous construis votre immeuble, accordons-nous sur le prix à 100. Par contre, si je termine enfin, si j'arrive à livrer l'immeuble avant le délai, je vous demande une prime supplémentaire de 20%. Donc, si j'arrive à vous livrer votre immeuble euh, avant le délai convenu, hein, vous me payez une prime parce que vous allez pouvoir louer les appartements plus rapidement, avoir un retour sur investissement plus important et plus rapidement. Donc, c'est vraiment ça cette idée. On ne se bat plus uniquement sur les prix, où là, en finalité, vous allez vous battre, enfin, tous vos concurrents vont dire la même chose, ben, vous allez descendre votre prix et l'autre va descendre son prix un peu plus, etc. Changez, faites un pas de côté, hein, repensez, remettez les choses sur les fondamentaux, hein, sur les problématiques de vos clients, hein, qui est le retour sur investissement. Et intégrer cette notion de temps dans vos offres. Et ça peut être appliqué sur plein de sujets différents, sur de marchés différents, hein. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment cette idée, ne vous battez pas uniquement sur les prix, faites une proposition avec une notion de temps, hein. Euh, et vous verrez que vos clients seront, enfin ce sera quelque chose déjà d'inhabituel pour eux, hein. Mais c'est des choses qui sont simples et facilement intégrables dans leur, enfin, dans leurs actes d'achat. Donc c'est très simple. C'est la volonté aussi de cette chronique, sans aller trop dans les détails, parce que c'est des travaux qu'on fait avec nos clients, hein. Mais c'est vraiment changer faites un pas de côté, changer d'angle de vue, hein, et intégrer cette notion de temps qui est cruciale pour votre client dans les offres que vous leur soumettez. N'oubliez pas notre chaîne YouTube, comme vous le savez très bien, hein. Et comme disait à nouveau Goldratt, le bon sens est contraire aux bonnes pratiques. Donc, gardez du bon sens, essayez de détecter les choses qui peuvent avoir une grosse influence, une forte influence sur vos clients, hein, et préparez des offres commerciales différentes pour nager dans un océan bleu où vous serez le seul à attraper tous les poissons. Merci Yann et bravo pour cette tentative audacieuse de mélanger deux concepts forts qu'on aime beaucoup chez Melchior, la théorie des contraintes et puis la stratégie Océan Bleu. Peut-être que tu arrêter le partage qu'on te voit en plus grand. Voilà. Et donc, j'imagine qu'il y aura des questions pour toi, mais plus globalement, enfin, je vais commencer par la première question qui me vient. Quand tu croises un entrepreneur et que tu vois qu'il est, disons, dans une vision très mécaniste de son business et qu'il a effectivement ce besoin d'avoir des indicateurs mesurables, y compris lorsque ce ne sont pas les bons indicateurs, comment est-ce que tu crées des conditions de cette conversation pour l'amener à penser différemment, c'est-à-dire à l'emmener à regarder finalement un autre critère, comme Goldratt face aux Japonais, Goldratt qui attendait des éléments très pragmatiques, très chiffrés, très scientifiques,
et les Japonais qui lui répondaient en termes de qualité de morale des équipes, etc. Hmm. Comment est-ce que Là, tu fais quand tu dois faire changer comme ça le... alors, c'est un accompagnement et je pense que c'est la force aussi de Melchion sur ces sujets-là. C'est on n'hésite pas à faire ses pas de côté et à changer l'angle de vue et enfin là, on parle de métriques de performance. Parler enfin, c'est des sujets qui reviennent énormément chez nous, de management, de gestion des équipes, de motivation, etc. Donc, parler en finalité, est-ce que au sein de vos équipes, il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des choses à gérer? Parce que ça peut être aussi déterminant pour la société, hein. Est-ce qu'il y a des conflits entre les équipes? Est-ce que lui-même se rend, donc c'est ce fameux Genja du TPS, donc Toyota Production System, qui est le fait d'aller sur le terrain, d'aller marcher dans les bureaux, dans les allées des usines, pour sentir un petit peu ce qui s'y passe. Euh, c'est pas pour forcément avoir des interactions directes avec les employés, c'est vraiment pour regarder enfin, tout ce qui se passe, les interactions entre les machines et les hommes, et de voir les points de friction, les choses qui peuvent être améliorées, etc. Donc c'est vraiment, et à nouveau, je pense que c'est des sujets qu'on connaît très bien chez Meltion, hein. C'est d'effectuer ce pas de côté, de sortir du hard skills, entre guillemets, hein, pour passer sur du soft. Parce qu'en généralité, la réalité est souvent plus pertinente de ce côté-là. Eh bien, il y a une remarque de Frédéric qui dit la composante du temps parfaitement intégrée, notamment dans le monde des fournisseurs de services en ligne, avec Oracle, Salesforce, Amazon Web Services et tous les gens qui vendent du SaaS, qui effectivement, finalement, au lieu de vendre juste une solution, ont trouvé une façon de vendre une forme de fluidification, de résultats, d'impact de leur solution. Et ils arrivent Mhm. à donc vendre plus le résultat qu'à vendre l'outil. Un petit peu, alors là, on est dans l'océan bleu plutôt, la référence. Est-ce que c'est toujours possible de vendre le bénéfice attendu, le retour sur Je- investissement, que plutôt les caractéristiques techniques? Après, au-delà du retour sur investissement, c'est cette notion de temps qui est très importante. Imaginez que vous devez acheter une nouvelle machine à café, hein. La vôtre est tombée en panne. Si on vous dit pendant trois cas de figure, et vous essayerez de mettre un prix sur les trois cas de figure, si on vous dit votre machine sera livrée dans 3 jours, donc la nouvelle machine identique sera livrée dans 3 jours, elle vaut 100. Cette même machine ne sera pas livrée dans 3 jours, mais dans 15 jours. Est-ce que vous êtes toujours d'accord de la payer 100? Et si on vous dit cette machine vous sera livrée cet après-midi, hein, est-ce que vous serez prêt éventuellement à la payer plus que 100, hein? Donc Très du moment que vous probablement. intégrez cette notion de temps dans vos offres, eh ben, vous faites la différence parce que ce temps a une valeur pour le client. Et de nouveau, là, on a pris le cas enfin, on a pris Godred cite l'exemple d'un équipementier. Si on ramène à des choses plus concrètes ou plus perceptibles, comme une machine à café, qui est un objet du quotidien, si on intègre cette notion de temps dans l'offre, eh ben, tout de suite, on peut arriver sur des choses très intéressantes. Donc, il n'y a pas besoin de monter des usines à gaz, mais d'intégrer cette notion de temps dans une offre est souvent pertinente. Ça, c'est un bon point d'entrée. Je rajoute la dimension du temps, je me rends flexible suffisamment pour pouvoir proposer quelque chose différemment de ce que le marché propose. Et, euh, et du coup, je vais avoir cet avantage. Du... Je Oui, c'est pense à ça. Amazon Prime, par exemple. Vous pouvez payer cet abonnement auprès d'Amazon et bénéficier à la fois de livraison gratuite, ce qui est un retour sur investissement mesurable en fonction du nombre de commandes que vous faites. Bien entendu, ça va vous pousser à plus commander, hein. Il y a des choses que vous auriez achetées chez un distributeur traditionnel, vous allez vous mettre à l'acheter sur Amazon parce que c'est tellement facile de juste avoir le produit qui vient jusqu'à votre porte. Mais également, c'est quelque chose qui va vous donner accès à des services supplémentaires, à des opportunités supplémentaires. Donc, ils vont faire des événements avec des remises réservées aux membres Prime Hmm. et ils vont sans cesse rajouter.
finalement quelque chose au fait d'avoir son abonnement, ce qui fait qu'on n'y pense plus et à la fin, on ne sait plus très bien combien on paye chaque mois. Tu as cette dimension aussi là de rajouter finalement le service Les plus services, oui. et d'amener le client à prendre un Mhm. abonnement récurrent Mais finalement de je l'IPC. dirais aujourd'hui, c'est des pratiques qui sont connues et répandues, hein. Effectivement, les premières transpositions intégration du Blue Ocean, c'était de fournir des services supplémentaires à vos clients auxquels ils n'avaient pas accès, hein. Aujourd'hui, je crois que c'est des pratiques qui sont répandues, hein, ou plus facilement intégrables dans les offres. Et peut-être que cette composante de temps est un nouvel angle qu'il faut creuser pour arriver à nouveau se sortir de ce Red Ocean pour retomber dans un Blue Ocean. Oui, alors il y a encore beaucoup à faire. Tout le monde n'est pas encore à ce niveau-là, mais déjà les gens Bien qui sont dans évidemment. Blue Ocean, tous essayent de faire un peu la même chose, on le ressent dans le consommateur, et puis maintenant il faut peut-être inventer effectivement l'étape d'après. Parfait.